Après le premier épisode de Focus sur les prêtés saison 2 qui est sorti mardi soir, on enchaîne maintenant avec le deuxième épisode de Focus sur les internationaux, avec 9 Olympiens qui sont partis en sélection pendant cette trêve internationale du mois d'octobre. On reviendra sur le bon rassemblement de Klaus avec l'équipe de France, sur les performances d'Iliman Ndiaye et d'Ismail Assar avec le Sénégal, Harit et Ounahi avec le Maroc, Murillo avec le Panama, Bemba avec la RDC, et on parlera aussi d'Emran Soglo qui a fait ses débuts avec les U20 anglais. De votre côté, pensez-vous qu'Emran Soglo doit avoir plus de temps de jeu sous les ordres de Gattuso, peut-être dans un rôle d'ailier plutôt que dans celui de latéral gauche qu'il a pu occuper sous Marcelino? Est-ce que vous comprenez son faible temps de jeu malgré des premiers pas réussis en pro et un but pour sa première titularisation? J'attends votre ressenti en commentaire. On passe directement au vif du sujet avec pour commencer un focus sur Chancel Bemba qui disputait un derby en match amical face à l'Angola. Un match amical entre deux équipes qui ont validé leur billet pour la prochaine CAN et ça permettait surtout aux deux équipes de peaufiner les détails à quelques semaines de la CAN 2024. Sans surprise, Chancel Bemba était titulaire en défense centrale aux côtés de Kalulu. Un match plutôt tranquille pour eux parce que la domination était principalement du côté de la RDC, même s'ils n'ont pas été incroyablement dangereux non plus et finalement le 0-0 score final reflète très bien tout ça. Ça a pêché dans l'aspect offensif, mais défensivement, les Léopards font un clean sheet, et ça c'est très positif. Prochain rendez-vous en novembre avec les deux premiers matchs des qualifications de la prochaine Coupe du Monde face à la Mauritanie dans un premier temps, puis face au Soudan, pour ce qui sera la vraie répétition générale avant la CAN. On enchaîne rapidement sur Enzo Sternal qui était lui convoqué avec les U17 français pour participer à un stage à Clairefontaine, un stage qui a duré 4 jours et qui a permis au staff d'observer 28 joueurs et de préparer la prochaine grosse échéance des U17, c'est-à-dire le premier tour de qualification à l'Euro 2024 avec 3 matchs prévus en novembre face à l'Estonie, la Roumanie et la Norvège. L'objectif pour ce rassemblement, c'était vraiment de voir les jeunes à l'œuvre et de les préparer du mieux possible pour ce qui arrive dans les prochaines semaines et les prochains mois. Sternal devra attendre pour connaître sa première sélection chez les U17, lui qui a déjà joué plusieurs matchs avec les U16 et qui est bien connu par José Alcocer, l'actuel coach des U17. Côté marocain, la trêve internationale a été réussie avec une large victoire 3-0 face au Liberia pour clôturer les qualifs de la CAN 2024, en terminant premier du groupe, 2 points devant l'Afrique du Sud. Côté marseillais, on s'est régalé avec les titularisations d'Harit et d'Ounahi en même temps dans le 4-3-3 de Regragui. Harit a vraiment fait un très bon match et a été récompensé et c'était un moment très important pour lui et un match dont il se rappellera parce qu'il a marqué son premier but sous les couleurs du Maroc, bien servi par Hakimi sur le côté droit et la finition est parfaite. C'est très positif parce que ça vient confirmer sa montée en puissance, il sort vraiment d'un très bon mois de septembre avec de grosses prestations, on pense au match face à l'Ajax, Brighton aussi et Le Havre plus récemment. Là il vient d'enchaîner une deuxième titularisation avec le Maroc parce qu'il était déjà titularisé face à la Côte d'Ivoire. Ce qui est positif pour nous c'est que Regragui l'a plutôt bien géré en le faisant sortir à la 65e, ça nous évite de le récupérer totalement cramé, d'autant qu'on joue dès samedi face à Nice et qu'il nous aidera grandement à obtenir un résultat là-bas. Face à la Côte d'Ivoire il avait aussi joué 65 minutes, c'est plutôt une bonne gestion de la part de Regragui à mon sens, d'ailleurs sa prestation avait été intéressante ce jour-là. Pour Ounahi c'était un peu moins flamboyant que sur les derniers rassemblements où il avait vraiment énormément brillé, là c'était moins bien mais après il n'y a pas forcément de raison de s'inquiéter, ça arrive d'être moins performant et avant ça il a enchaîné de très bonnes prestations et une super Coupe du Monde. Ça n'empêche qu'il a été assez moyen avec le Maroc sur ce rassemblement et c'est un petit peu à l'image de ce qu'on voit à l'OM sur les 3-4 derniers matchs, c'est en demi-teinte avec parfois de bonnes choses mais aussi du déchet, physiquement c'est un peu compliqué parfois pour résister dans les duels, on sent aussi qu'il a perdu un peu confiance par rapport au passage de Marcelino, en tout cas il est sorti à la 65e comme Harit et on le verra probablement dès samedi face à Nice, il a joué quasiment tout le match face à la Côte d'Ivoire en étant remplacé dans les arrêts de jeu, il avait d'ailleurs déçu dans l'entrejeu mais espérons maintenant qu'il se relance dès son retour à Marseille et qu'il montre à nouveau son meilleur visage lors du prochain rassemblement avec le Maroc, qui sera le dernier avant la CAN 2024 que le Maroc aborde avec beaucoup d'espoir. On enchaîne sur le Panama et Amir Murillo qui disputaient 2 matchs de Ligue des Nations de la CONCACAF pour ce rassemblement d'octobre. Alors ils ont gagné le premier match 2-1 face au Curaçao, d'ailleurs Murillo a joué quasiment tout le match en étant aligné comme piston droit dans le 3-4-3 de Thomas Christiansen. J'ai quand même trouvé que le bloc défensif du Panama était un peu déséquilibré sur ce premier match, mais Murillo avait un positionnement plus offensif dans le système du coach espagnol. Face au Guatemala la nuit dernière, il a joué dans une défense à 4 en étant malgré tout très offensif. Il y a notamment une belle séquence avec
avec une magnifique passe en profondeur pour Fajardo qui n'a rien donné au bout mais qui était vraiment une belle inspiration de sa part. Il a participé au jeu offensif avec des appels intéressants dont ses coéquipiers se sont surtout servis pour libérer des espaces pour les autres. Rien de vraiment exceptionnel non plus, mais Murillo a globalement fait le job. 2 victoires en 2 matchs pour le Panama qui finit premier du groupe en Ligue des Nations de la CONCACAF. Prochain rendez-vous avec les quarts de finale en novembre et un match aller-retour face au Costa Rica le 16 et le 20 novembre pour une place en demi. Côté sénégalais, avec Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye qui étaient présents sans surprise dans la liste d'Aliou Cissé. D'ailleurs, on aura peut-être bientôt 3 Olympiens en sélection avec le retour de Pape Gueye qui a toujours été dans les plans du sélectionneur. En tout cas, pour revenir à Ismaïla Sarr qui était lui titulaire au coup d'envoi pour un choc en match amical face au Cameroun, sa prestation était un peu à l'image de ce qu'on voit à Marseille. Il fait des différences grâce à ses accélérations, seulement le problème c'est qu'il manque souvent de lucidité au bout de l'effort, et c'est un vrai axe de progression parce que quand tu fais le bon appel, le bon déplacement et que derrière tu cadres pas, tu viens tout juste de gâcher l'occasion que tu t'es difficilement créée. Il y a eu ce cas de figure face au Cameroun avec l'énorme occasion qu'il a, Pape Matar Sarr qui récupère et qui le lance parfaitement, derrière Sarr qui ne cadre pas sa frappe alors qu'il est seul face au gardien. Ça n'empêche qu'il apporte dans l'animation offensive, ça y a pas de doute là-dessus, mais il doit gagner en lucidité dans les zones de vérité parce que ses centres n'étaient pas top non plus. Il est remplacé par Iliman Ndiaye justement à la 78e, qui n'a pas énormément eu de minutes pour se mettre en avant, mais son entrée a été bonne dans l'envie. On a vu quelques bonnes séquences aussi, je pense à l'action où il est à l'origine de la barre de Boulaïdia. Son entrée a apporté quelque chose et il a impliqué sur la grosse occasion qui aurait pu amener le 2-0 pour le Sénégal. En tout cas, il a peu joué, donc c'est pas une mauvaise nouvelle pour l'OM non plus, il sera pas cramé à son retour de sélection, et c'est plutôt positif. Emran Soglo était lui aussi en sélection pendant la trêve, convoqué avec les U20 qu'il avait déjà découvert lors du camp d'entraînement du mois de septembre où plusieurs joueurs étaient convoqués pour se montrer aux yeux de Joe Edwards, mais aucun match n'était prévu à ce moment-là. Cette fois, Soglo a pu honorer sa première sélection en entrant pour les 11 dernières minutes face à la Roumanie sans pouvoir spécialement se mettre en évidence. En revanche, il était titularisé pour le match face au Portugal comme ailier droit dans un 4-2-3-1. Première titularisation et premier but pour Soglo, comme à l'OM face à Metz. J'ai pas réussi à trouver la vidéo du but, mais j'avais vu passer un tweet qui expliquait en gros que Soglo avait repris le ballon au second poteau. Quoi qu'il en soit, c'est une très bonne nouvelle de le voir briller en sélection. Il a marqué des points et sa prestation n'a certainement pas échappé au staff qui n'était pas franchement emballé à l'idée qu'il soit la doublure de Lodi. C'est d'ailleurs pour ça que Murillo a assuré l'intérim sur les derniers matchs. Il est entré dans un rôle offensif face au Havre et je pense qu'on se dirige vers un replacement un cran plus haut comme ça a pu être le cas face à Metz sous Marcelino. A voir si Gattuso va décider de lui faire confiance et de lui offrir des minutes par-ci par-là. Par rapport à ce qu'on a vu pendant la prépa et sur les minutes qu'il a pu disputer, je pense qu'il mérite d'être revu parce qu'en cas de blessure il montera automatiquement dans la hiérarchie. On n'a pas tant de joueurs offensifs que ça non plus, alors autant lui donner quelques minutes dès maintenant pour l'habituer au plus haut niveau, surtout que quand un jeune a montré de bonnes choses, c'est dommage de le brider par la suite. Jonathan Klaus faisait aussi son grand retour en équipe de France après un peu plus d'1 an sans être sélectionné par Deschamps. Le staff des Bleus lui a fait confiance en le mettant titulaire d'entrée de jeu, il a été vraiment excellent face aux Pays-Bas en étant passeur décisif pour Mbappé au terme d'une très belle séquence de jeu. Il a fait beaucoup de montées, il a apporté des solutions et ses centres étaient souvent propres en plus d'avoir une bonne relation technique avec Coman. Défensivement, il a fait un match très sérieux aussi et c'est une prestation qui va sans doute lui permettre d'avoir un peu plus de continuité en équipe de France parce qu'il a vraiment marqué des points. Il était aussi titulaire face à l'Écosse en amical et pour le coup on l'a moins vu offensivement parlant. Le duo avec Ousmane Dembélé n'a pas vraiment porté ses fruits, peu de dédoublements, peu de combinaisons et forcément ça a clairement limité son impact offensif de pas être suffisamment servi, même si ses appels ont été utiles. C'était déjà beaucoup mieux au moment de l'entrée en jeu de Coman. Défensivement j'ai trouvé ça plutôt pas mal, donc globalement c'est un rassemblement réussi pour lui, 2 titularisations pour son retour, des performances satisfaisantes et surtout un match référence face aux Pays-Bas. Il va faire son retour à Marseille avec le plein de confiance, avec l'envie de retourner en bleu au mois de novembre, mais avec certainement un peu de fatigue parce qu'il a joué 80 minutes pour le premier match et 90 minutes le deuxième. C'est quand même très positif et ça vient récompenser son début de saison très réussi, notamment en termes de régularité dans les performances. La liste des internationaux était quand même assez longue pour ce rassemblement d'octobre et elle aurait pu l'être encore plus. Kondogbia est resté à Marseille alors qu'il venait juste de revenir de blessure, c'était pas forcément très raisonnable de l'envoyer en sélection donc il est resté. Renan Lodi faisait aussi partie initialement de la liste du Brésil mais en accord avec le staff, il n'a pas honoré sa convocation puisqu'il venait tout juste de sortir de blessure. Et je pense que ça permettait aussi à Gattuso de travailler avec lui pendant les 10 jours de trêve. Aubameyang faisait aussi partie de la liste de Mouyouma, le coach intérimaire du Gabon. Finalement il est resté
à Marseille en accord avec le staff gabonais et celui de l'OM qui estimait qu'il était indisponible pour raison médicale. Il n'a donc pas pris part au rassemblement du mois d'octobre avec le Gabon, mais sa convocation montre qu'il est toujours dans les plans malgré les récentes polémiques. Sur les prochains rassemblements, on sera aussi attentif à la situation de Balerdi qui avait été pris en équipe d'Argentine en juin dernier et qui est vraiment bien revenu sur les derniers matchs à l'OM avec de grosses prestations. Ça pourrait convaincre Lionel Scaloni de le prendre lors du prochain rassemblement de l'Albi Céleste. De notre côté, on arrive à la fin de ce deuxième épisode de Focus sur les internationaux. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a permis de suivre la trêve de nos internationaux de manière condensée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et pour montrer que le concept vous plaît. Merci à tous ceux qui y pensent à chaque fois. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour recevoir une notification à chaque sortie de vidéo. Si vous avez regardé celle-ci jusqu'au bout, écrivez Harit en commentaire. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera très probablement l'avant-match de Nice-OM, à moins d'une actualité brûlante d'ici là. En attendant, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur le 11 idéal pour Gattuso et également le focus sur les prêtés saison 2 avec le premier épisode qui est sorti mardi soir. Vous les trouverez sur l'écran de fin de vidéo et en commentaire épinglé. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.